toutes les relations deviennent déterminées par l'emprise que je peux avoir sur l'autre. Maintenant, je suis dans une situation où il faut d'abord que j'écrase l'autre pour pouvoir être tranquille vis-à-vis de lui. Sinon, c'est lui qui m'écrase. Les pires d'entre les hommes sont capables d'occuper cette fonction. Et c'est à eux qu'il faut faire confiance, aux pires d'entre les hommes, parce que eux n'hésiteront jamais à s'enrichir pour leur propre compte, et cela finira par profiter à tout le monde, puisque les richesses devront bien ruisseler sur le reste de la population. L'équation Mandeville est maintenue. C'est le vice privé qui produit la vertu publique. On y est toujours. Le prix à payer, c'est salir le monde, c'est détruire le monde. Tous les individus de tous les régimes précédents ont été des soumis. L'individu n'a jamais encore existé. Je crois que le capitalisme n'est absolument pas du tout préoccupé par l'advenu de cet individu. Il est préoccupé par le fait qu'il a des entités en face de lui qu'il faut gaver de services marchands et de fantasmes. Que cet individu reste tout seul chez lui, c'est parfait pour lui, mais surtout pas qu'il aille voir les autres. Les individus ont disparu, sont enfermés, ce sont des égos maintenant, ce sont des égoïstes. Chacun enfermé dans son ghetto identitaire et en lutte contre les autres ghettos identitaires. C'est en gros le mode de fonctionnement actuel. Pour moi, c'est vraiment l'antidémocratisme absolu. Daniel Robert Dufour, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Vous êtes philosophe, vos travaux portent sur les fondements de la culture et ses transformations. Et vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on peut retrouver Le divin marché ou L'individu qui vient. Vous avez étudié de près notre société qui s'est formée autour d'individus égoïstes, abandonnés au culte du marché et qui, bien malgré eux, sont en train de conduire notre monde à sa destruction. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter aux sources. Et ça tombe bien, puisque vous avez mené une enquête sur les origines souterraines du capitalisme, une enquête au cours de laquelle vous avez découvert un homme, Bernard Mandeville, peu connu ou oublié, mais qui a eu une influence considérable et qui en plus a commis l'exploit, dès le début du XVIIIe siècle, d'anticiper les rouages profonds de notre société moderne. Alors, qui était Bernard Mandeville? Alors, Bernard de Mandeville, d'abord, il faut le situer historiquement. 1670, il naît dans ce qu'on appelait à l'époque les Provinces-Unies, la Hollande, Pays-Bas, et il meurt à Londres en 1733. Il passe en Angleterre vers 1690, après des études de philosophie et de médecine à Leyde. Donc c'est un médecin qui a une particularité et qui va se faire valoir quand il va s'installer à Londres, parce qu'il est médecin des passions de l'âme. Voilà, comme on disait, autrefois. Une sorte de psy. On dirait aujourd'hui: «Il est psy, quoi». Il est psy. Et c'est comme ça qu'il sera connu et même très connu, à Londres, à partir de 1700. Donc commençons par son côté médecin de l'âme, avant de passer à son côté, philosophe. Il s'aperçoit que, en tant que médecin des passions de l'âme, des, individus qui souffrent de troubles, disons, mentaux, sont souvent sous la pression, de récits, qui leur imposent des valeurs morales et donc qui les, vissent un peu dans et qui les contraint par rapport à ce qu'ils, pourraient faire dans leurs désirs les plus fous. Et donc, ils sont dans la situation de se sentir, coupables, par rapport à, donc, des désirs, des appétences qui leur passeraient par, l'esprit et ils se punissent. Et pour, découvrir tout ça, il met au point une méthode thérapeutique extrêmement intéressante parce qu'elle a 2 siècles d'avance sur quelqu'un qui va venir évidemment, à la fin du 19e siècle, qui s'appelle Freud. Il va travailler, en écoutant ses passions, ses patients.
les passions de c'est intéressant, c'est un lapsus, les passions de ses patients, voilà. Donc c'est une méthode, qu'il va théoriser. On est donc loin de ce qui passait, 1 ou 2 générations, plus tôt avec les médecins de Molière, qui, jargonnaient latin pour ne pas être compris, de leurs, patients et pour montrer qu'ils avaient un immense savoir ésotérique et cetera. Lui, c'est tout le contraire. Il écoute ses patients et donc voyez, on est 2 siècles avant Freud, et c'est presque, une, invention, de ce qu'on a appelé après la talking cure, l'écoute donc des patients. Et comme il repère que, chez ses patients, en gros, ça va mieux, il se pose une question et c'est là qu'intervient le philosophe. Mais si ça marche si bien au plan personnel, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas marcher au plan collectif? Et donc, la pensée de Mandeville se résume dans une équation assez simple. Les vices privés font la vertu publique. C'est une sorte d'inversion du réel qui va donner lieu pour lui à l'élaboration de deux classes, plus une un petit peu spéciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son modèle? Alors, effectivement, il en arrive à formuler, dans une fable, puisque je vous l'ai dit, il a écrit des fables à la façon de La Fontaine, donc il a pris le tour de main de l'écriture de la fable, ce qui n'est quand même pas si facile. Et il écrit à son tour donc une fable, animalière, pour répondre à la question, de savoir comment ça pourrait marcher au plan si on passe du plan individuel au plan, collectif. Donc, cette fable, il, l'intitule donc La fable des abeilles, c'est le titre, générique et comme dans toute, bonne fable, à la façon de La Fontaine, il y a ce qu'on appelle une morale et la morale est complètement surprenante, à la différence de ce que faisait La Fontaine, puisque La Fontaine rappelle, à ceux qui lisent ces fables, un certain nombre de principes, avec lesquels il ne faut pas déroger, sinon, on avance vers que des ordres individuels ou sociaux. Heu, Au contraire, Mandeville va, proposer une morale, je pourrais dire amorale. La morale amorale, c'est les vices privés font la vertu, publique. La vertu publique, c'est la fortune, publique. Donc c'est complètement contre-intuitif parce que à l'époque de Mandeville, on pensait que pour que le tout soit vertueux, il fallait que chacune des parties soit vertueuse dans la société. Vous voyez? Partie vertueuse égale cumuler le tout et ça donne un tout, vertueux. Et Mandeville va proposer le contraire. C'est avec, des parties vicieuses qu'on obtient un tout vertueux. C'est quand même un peu paradoxal. Comment il explique ça? Il dit simplement que, il dresse une liste de tous les vices, possibles, mensonge, tromperie, avidité, cupidité, que sais-je et il dit que quand les gens se laissent aller à leurs vices privés, notamment, par exemple, prenons l'exemple de l'avidité ou de la cupidité, heu, ça produit dans la société, des poches d'argent puisque, donc dans les rapports avec l'autre, on va être dans la situation, on va essayer de, disons-le de façon, à l'emporte-pièce, on va essayer de rouler l'autre. C'est ça le rapport à l'autre. On va rouler l'autre pour, essayer de profiter, de, je ne sais pas, son ignorance, pour, lui refiler par exemple, des mauvaises marchandises, des gants de porc à la place de gants de veau, le juge va, proposer à, ceux qui passent en justice d'arranger leurs affaires moyennant une petite commission et cetera et cetera. Et si cela se cumule dans toutes les relations sociales, vous obtenez avec cette gens qui sont, dans la position un peu cynique de devoir, toujours, rouler les autres, de créer des poches d'argent et ça, c'est bien pour le bien public. C'est très bien pour le bien public parce que ces poches d'argent vont devoir être dépensées. Par exemple, le juge qui a accumulé, beaucoup de petits pots de vin pour arranger les affaires,
de ceux qui sont sous sa juridiction, va être à la tête d'une petite fortune et il va vouloir se faire construire une belle maison. Donc, il va, employer les services d'un bon architecte, d'un bon décorateur, d'un bon tapissier, de sculpteur, de peintre pour dresser son portrait, et cetera, et cetera. Tout ça va faire marcher le commerce et les arts. Et il va très loin, Mandeville, parce qu'il dit: «Mais prenez une prostituée, par exemple. Prostituée, c'est affreux pour, la femme qui se livre à la prostitution, pour le client qui vient voir la prostituée, c'est dégradant pour tout le monde. Mais la femme qui se livre à ce vice, elle va avoir besoin, de séduire, son client pour qu'il vienne la voir. Donc elle va avoir besoin de beaux atours, de beaux bijoux, de choses comme ça pour paraître, séduisante. Donc elle, va solliciter les services, d'un couturier, chez les bijoutiers, et cetera, et cetera. Et donc ces gens qui n'avaient pas de travail vont avoir du travail grâce à qui? Eh bien, à la prostituée, qui, du coup, va pouvoir envoyer ses enfants à l'école. Donc, vous voyez, on part de quelque chose qui est vicieux et on arrive à quelque chose qui est finalement très vertueux parce que ça promeut finalement, la culture, les arts, l'éducation pour les enfants, et cetera. Et c'est tout le raisonnement de Mandeville. Les vices privés font donc la vertu publique pour, donc au niveau donc, social. C'est cette équation tout à fait scandaleuse que Mandeville réussit à faire passer et vous voyez qu'avec Mandeville, on change là d'époque puisque, avant Mandeville, on devait poser sur un certain nombre de valeurs explicites, même si on les contournait, en sous-main, les valeurs proposées devaient être, explicites comme étant de véritables valeurs. Là, Mandeville propose tout le contraire et donc j'ai proposé de voir dans ce renversement, disons philosophique, proposé par Mandeville, le démarrage, la base, le fondement de l'anthropologie, libérale et plus tard, néolibérale. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Et au bout de ce processus, Mandeville, il va jusqu'à imaginer 3 classes. Donc c'est une version un peu réductrice, mais c'est pour qu'on comprenne un peu. De quoi sont composées ces classes? Comment ça fonctionne dans son modèle? Alors, chez Mandeville, effectivement, il y a, 3 classes. Donc, la proposition qu'il fait, c'est au niveau pour faire accepter ce système scandaleux, heu, il faut bien une politique efficace pour faire accepter ce qui est inacceptable. Et donc il met en place une politique et là, ça devient très intéressant, puisque, il propose donc, une, politique qu'il appelle une politique de la flatterie. Politique de la flatterie, qui dit à peu près la chose suivante: il faut dire aux gens qu'il faut modérer, heu, ses, exigences. Pour qu'ils modèrent ces exigences pour que la société tourne, il faudrait leur donner chacun, les rémunérer puisqu'ils sont tous, avides. Donc c'est l'avidité humaine. Faudrait, vous modérez pour que la société tienne, je vous donne une rétribution. Et Mandeville dit: «On n'aura jamais assez d'argent pour payer tout le monde». Et donc il dit: «Il faut les payer avec une monnaie qui coûte rien». Cette monnaie qui ne coûte rien, c'est la flatterie. Il faut dire aux gens qu'ils sont vertueux. Même s'ils sont vicieux, il faut leur dire qu'ils sont vertueux. Vous êtes formidablement vertueux, et cetera, et cetera. Alors ça produit, justement ces 3 classes. Il y a une première classe, qui ne croit pas du tout à, cette vertu et qui va la classe, disons dangereuse, des voleurs, des mendiants, des prostituées, des, truands en tout genre et cetera, qui vont n'en faire qui vont pas du tout respecter, donc cette recommandation d'être vertueux.
Ça, c'est une petite classe qui va être la classe dangereuse. Il y a une autre classe qui va être la classe qui va croire à ceci et qui va penser être vertueuse et qui va se modérer. Et il dit, ça donne donc l'existence de deux classes, plus psychologiques que sociologiques, hein. Ceux qui n'acceptent pas la recommandation de la maîtrise et ceux qui l'acceptent. Ça va donner une petite classe vile, vicieuse, et une grande classe supposément vertueuse. Et il dit ces deux classes n'existent en fait que pour le profit d'une troisième classe, qui va avoir deux aspects. Le premier aspect, c'est de dire nous sommes vertueux, mais qui en sous-main va être aussi vicieuse que la première classe vile, puisqu'ils vont profiter de la vertu affichée pour profiter donc du travail que cette seconde classe vertueuse va fournir sans trop se rebeller. Donc vous voyez que cette troisième classe, c'est une classe qui joue sur deux tableaux. Et il dit tout le monde, Mandeville dit tout le monde n'est pas capable de faire ça. Pour faire ça bien, si je puis dire, il faut être un peu, il dit pas pervers, mais parce que ce terme n'existe pas encore à son époque, mais le texte anglais est très intéressant. Il va dire seuls the worst of them, les pires d'entre les hommes, sont capables d'occuper cette fonction. Et c'est à eux qu'il faut faire confiance, aux pires d'entre les hommes, parce que eux n'hésiteront jamais à s'enrichir pour leur propre compte, leur compte personnel, par tous les moyens possibles, et cela finira par profiter à tout le monde, puisque les richesses indues, certes, qu'ils vont accumuler, devront bien ruisseler sur le reste de la population. C'est la première théorie du ruissellement dont on a connu jusqu'à nos jours, des ruissellements, si je puis dire, ou des effets aujourd'hui, puisqu'elle est toujours en vigueur. Donc il faut créer des poches d'argent par tous les moyens possibles, et ceci, dit-on, finit par se redistribuer sur le reste de la société. Donc vous voyez que l'équation mandevillienne est maintenue, c'est le vice privé qui produit la vertu publique. On y est toujours. Alors, ce qui est extrêmement intéressant à souligner, c'est que Mandeville a été extrêmement célèbre en Angleterre, notamment aussi parce que des gens ont été heurtés par l'affichage de principes amoraux pour faire fonctionner la société. Et il a été condamné, par exemple, en 1723 par grand jury de Middlesex pour donc avoir produit une théorie diabolique, licencieuse, etc. Ça a duré des années. Voltaire en parle même parce que Voltaire était en Angleterre en 1727-28 et il y avait encore le scandale Mandeville. Et Mandeville était surnommé à cette époque, en Angleterre même, Mandeville, au lieu de Mandeville, Mandeville, l'homme du diable. Qui il a influencé dans l'histoire de la pensée, Mandeville? Alors, influence considérable dans la pensée, dans le champ de la pensée, notamment avec son successeur, qui passe pour le véritable fondateur des sciences économiques, Adam Smith. Sauf que la théorie de Mandeville était tellement licencieuse qu'il a fallu la blanchir. Et il faut dire que Adam Smith s'y est parfaitement employé, puisqu'il a repris les grands thèmes de Mandeville, sauf que au lieu de parler du vice, il a parlé du self-love. Alors, le self-love, c'est un peu donc le vice, c'est affreux, hein, on ne peut pas promouvoir le vice, sinon, bon, on diffuse dans la société des principes complètement pernicieux qui menacent la société. Mais on dit self-love, si on dit self-love, bah, ça va beaucoup mieux, puisque on ne peut pas vous reprocher d'avoir un certain amour de vous-même. Parce que si vous vous méprisez, si vous n'avez pas d'amour de vous-même, c'est que vous vous méprisez, et dans ce cas-là, les conséquences seraient pires. Donc un peu d'amour de soi ne peut pas faire de mal. Et donc il a remplacé les vices privés par le self-love, et donc les sciences économiques sur lesquelles nous fonctionnons encore sont nées par ce refoulement, au sens presque psychanalytique du terme. On ne parle plus de Mandeville, c'est fini.
surtout pas. Et on parle de principes vertueux, du self-love, où chacun recherche son intérêt et donc le bien commun, comme ça, le bien commun, pour tous, donc, sera servi. Alors, c'est donc Adam Smith, avec le refoulement de Mandeville, et puis toute la suite de l'économie politique libérale et néolibérale. Et on pourrait suivre, hein, je l'ai fait dans mes travaux, la diffusion de la pensée de Mandeville en même temps que son refoulement, parce qu'il y a un grand homme, Mandeville, il dit tout. Et donc, y compris ce qu'il ne faut pas dire. Donc, il faut mieux pas en parler. Donc, on enjolive un petit peu le récit libéral, et ça va très loin, puisque Mandeville est redécouvert au milieu du XXe siècle par un fameux économiste qui s'appelle Friedrich Hayek, qui a été le fondateur d'abord de la Société du Mont Pèlerin, fondée en 1947, avec une trentaine d'autres personnes, dont 8 sont devenus ensuite des prix Nobel d'économie quand donc la théorie néolibérale, à mesure de la diffusion de la théorie néolibérale, et fondateur donc de l'école de Chicago, notamment avec Milton Friedman. Le but de Hayek, c'était de refonder un libéralisme qui commençait à s'étouffer un peu, qui n'était pas du tout assez entreprenant, et donc de le refonder sur des principes radicaux. Les principes radicaux, il a été les rechercher chez Mandeville. Il a prononcé de façon très ouverte, littérale, un certain nombre de conférences sur Mandeville, qu'il a présenté comme le mastermind. C'est quand même pas rien, le mastermind, c'est le maître à penser, vous voyez? Et donc, c'est cette école de Chicago qui a pris, à partir des années, à la fin des années 40-50 jusqu'à 70, un développement considérable, qui a combattu l'autre courant, qui était un courant beaucoup plus régulé, qui était le keynésianisme de Keynes. Et donc, Hayek se refusait à toute donc régulation du capitalisme, toute régulation du marché. Le marché est un maître absolu. Si vous essayez de le réguler, etc., vous allez défaire ce que il est présenté comme ce dessein qui échappe à tout le monde et à quoi il faut que tout homme se soumette. C'est une phrase littérale de Hayek. Le marché est le dessein supérieur auquel tout individu doit se soumettre, même s'il ne comprend pas les visées du marché. C'est normal. Et donc le marché fonctionne comme ce nouveau Dieu auquel on doit se soumettre. Et ça a fonctionné, puisque ce qui était à l'époque une petite secte fondée dans une jolie ville de Suisse, le Mont Pèlerin justement, a fini par se diffuser dans le monde et a amené d'une façon très directe, avec des think tanks extrêmement bien financés par des grands entrepreneurs, la prise du pouvoir par Margaret Thatcher en 1979 et par Ronald Reagan en 1980, qui a signé donc l'entrée du monde dans un capitalisme dérégulé vers un capitalisme de plus en plus dérégulé. Et l'ultime de la dérégulation, c'est ce qu'on appelle les libertariens. Il faut rien réguler. C'est vrai qu'on voit un réel point commun entre le néolibéralisme et les théories de Mandeville. Et ce point commun, c'est l'inversion du réel. La théorie du ruissellement, on en a rapidement parlé, mais c'est exactement ça. L'idée qu'on va donner plus d'argent aux plus riches et que, comme par magie, cet argent va venir se distribuer dans l'économie réelle et revenir aux classes les plus pauvres. Est-ce que c'est ça que Mandeville avait en tête? Oui, alors c'est ce qu'il disait. Et on peut dire que, alors, d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, ça a fonctionné.
Tout simplement parce que, avec ces théories, le monde en 3 siècles, qui ont fini par se répandre, je l'ai dit, le monde en 3 siècles est devenu, on pourrait dire, 100 fois plus riche. Pourquoi 100 fois? Parce qu'il y a 10 fois plus de personnes qu'en 1700, en 2000, et 10 fois plus de personnes, 10 fois plus riches. La moyenne, de vie avec, donc les progrès techniques, et technologiques nécessaires au fonctionnement du capitalisme, a eu des tas de conséquences, notamment le développement de, par exemple, de la médecine qui fait qu'on est passé d'une moyenne de vie de 25-26 ans à cette époque, à peu près 70 ans dans le monde. La moyenne, hein, je suis vraiment dans une, donc, dans, l'illusion d'une moyenne, alors il n'y a que des écarts considérables entre les individus. La moyenne de revenus des individus est passée de 80 € par mois en 1700, en euros constants, à peu près 600, 700 € en moyenne dans le monde. Donc ça s'est, multiplié. C'est pour ça que je dis que les gens sont globalement 10 fois, plus riches, qu'avant. Donc le taux d'illettrisme, il y avait 70 d'illettrés en 1700, il est passé à 15-20 dans le monde. Donc globalement, les théories de Mandeville ont marché. Et il y a un léger prix à payer à tout ça, c'est que pour que ça fonctionne, il a fallu exploiter toutes les ressources possibles, imaginables et inimaginables, du monde pour transformer le monde en un complexe de ressources à exploiter de façon industrielle. Le prix à payer, c'est salir le monde, c'est détruire le monde, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, les pollutions multiples, les dégradations de l'environnement, la rupture, des grands équilibres environnementaux. C'est le produit direct de l'époque industrielle mue par ce principe. Donc ça a marché, pour que ça marche, il a fallu détruire le monde. Et l'autre, conséquence, vous l'avez souligné dans votre question, c'est que, donc ça va se répandre, ça va réussir pour tout le monde et tout le monde va en profiter. Il n'y a jamais eu, même aux pires époques de l'humanité, d'aussi fortes différences de patrimoine, dans le monde. Monsieur Elon Musk qui vient d'arriver, donc, aux positions que l'on sait maintenant, possède, je crois, un patrimoine de 300 ou 400 milliards de dollars. Cependant que, 800 millions ou plus, je ne sais plus, le tiers ou le quart, par exemple, de l'humanité, vit avec, moins de 5 € par jour. Donc ce sont des différences qui sont devenues insoutenables dans le monde et qui ne peuvent provoquer, ça on le sait depuis Platon, hein, qui a travaillé sur, des différences de patrimoine dans la cité qui font que, la cité entre dans un état de ce qu'il appelait la stasis. La stasis, c'est finalement la guerre civile. Et là aussi, on voit non seulement la destruction de l'environnement arriver, mais aussi des formes de guerre civile arriver, y compris dans des pays développés comme les États-Unis, comme certains pays d'Europe, dont, le nôtre, et cetera. Donc le prix à payer pour la réussite de Mandeville est exorbitant. Et si on continue, on n'a pas fini de payer. Nous allons approfondir cette crise tragique dans laquelle nous sommes entrés. Et puis pour en arriver là, il a fallu aussi mettre en place d'autres moyens de production, un rapport au travail un peu différent. Vous parlez à un moment donné du passage des enclosures au salariat, par exemple. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce point? bien sûr, il y a eu un changement, considérable des habitudes de vie et de travail. Le travail, commun dans les enclosures, dans les, anglaises, dans la campagne libre, anglaise, au fur et à mesure, de l'extension des enclosures, c'est-à-dire des champs qui étaient plus communs mais fermés,
donc a réduit, ces populations, qui s'est trouvée être une main-d'œuvre, qui ne pouvait plus travailler et qui n'a eu comme, solution que d'aller s'embaucher dans, les grandes, entreprises qui étaient en train de se construire depuis cette, époque de la première révolution industrielle, heu, au XVIIIe siècle, seconde révolution industrielle et là, maintenant notre, donc les conditions de vie et de travail ont considérablement changé avec, ces acmés au XXe siècle du contrôle, du temps de travail, qui fait que ce qu'on appelait autrefois des ouvriers, on les appelait ouvriers dans un sens, très simple, c'est parce que dans ouvrier, il y a le mot œuvre. Donc l'ouvrier était celui qui était le potentiel porteur d'une œuvre et qui était capable de faire des objets que lui seul, savait faire avec son savoir-faire transmis par le compagnonnage de génération en génération en génération. Et donc cette, capacité de porter, une œuvre a été réduite à néant par l'introduction à partir des années 1900, par, Frederick Taylor, de ce qu'on a appelé le Taylorisme, qui a divisé donc, tout ce qui permettait le processus qui permettait de produire et de créer, une œuvre en des gestes décomposés, de plus en plus simples, chronométrés, qui fait que l'ouvrier a perdu l'œuvre et a perdu la maîtrise de l'ensemble, du procès de production et a dû devoir travailler toujours plus sur des gestes de moins en moins significatifs. Alors après, ça a été tout au long, du XXe siècle. Il faut savoir que, Lénine, en 1917, s'est déclaré grand admirateur du taylorisme et qu'il fallait importer dans la nouvelle Union soviétique les méthodes de travail ultimes du capitalisme, dont le taylorisme. Ouais, quand le socialisme commence sur ces voies-là, c'est assez mal parti et ça n'a fait que, malheureusement, se vérifier par la suite. Ensuite, après, Taylor, il y a eu le Fordisme. Je rappelle quand même que Ford a trouvé le principe de la chaîne d'assemblage de la fameuse Ford, T4, la voiture que tout le monde devait acheter, en visitant les abattoirs de Chicago, où rentraient des, bœufs sur pied et ils ressortaient sous forme de boîtes de conserve, de pièces de bœuf et de saucisses. Bon, et de lard. Heu, dans un flux continu qui s'appelle la chaîne d'assemblage. C'est celui-ci qui lui a donné l'idée de la chaîne. C'est-à-dire, la chaîne est quand même porteur d'une idée de mort. Depuis le début, depuis son origine. Ça a été très, très bien repéré ça par, une philosophe en l'occurrence, c'est Simone Weil dans les années 1930, Simone Weil la philosophe bien sûr, qui, plutôt que de faire ses cours à l'université, a été s'embaucher pour, connaître la réalité de son époque, dans des entreprises, plusieurs entreprises, dont vers 1935-36, Renault à Billancourt et qui en est ressorti avec des textes terrifiants, un journal d'usine et avec un texte terrifiant sur la condition ouvrière, où elle est soumise. On voit quelqu'un qui est soumis donc à ce chronométrage avec, déjà la pointeuse à l'entrée, puis tout le chronométrage avec, des gestes de plus en plus saccadés et répétitifs, et sans signification, qui sont répètes pendant 8 10 heures par jour, le temps de travail de l'époque et qui disait-elle, provoque une ruine de l'âme. Ruine de l'âme, c'est quand même le cœur de l'homme, enfin de l'homme, de l'humanité. Si l'âme est ruinée, qu'est-ce qui reste chez un homme pour le soutenir? Pas grand-chose. Et on a affaire maintenant avec la généralisation donc, de ce travail qui reprend donc l'ancienne signification qu'il avait. Travail, ça vient de tripalium, qui était la torture qu'on a infligée aux animaux pour les maintenir, en place.
Donc le travail est redevenu une espèce de torture au XXe siècle. Et c'est pas fini parce que, maintenant on a, dans ce qui reste comme, qui était encore du travail créatif, vient maintenant l'intelligence artificielle qui est en train de, ruiner les rares lieux intellectuels où il y avait encore la possibilité de penser, travailler, maîtriser tout un ensemble de productions et cetera. Donc cette forme, du capitalisme développant à outrance, la production, après avoir mis en place ce que Gunther Anders appelait très bien l'obsolescence de l'homme, eh ben, est en train d'aller au bout de son processus, c'est-à-dire on est en train de se passer de l'homme. Donc, hein, on va se retrouver avec des populations surnuméraires, égarées, sans but, ayant perdu l'idée de l'œuvre, du travail qu'ils portaient, et cetera. Donc des gens sans âme, errants dans le monde, ce qu'on commence malheureusement à voir. Donc c'est un tableau lourd. Est-ce que Marx a lu Mandeville? Est-ce que quelque part son système mandevillien ne vient pas paralyser ou dissimuler la lutte des classes? Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est que Marx a lu Mandeville. Il a d'ailleurs, écrit un petit texte, très mandevillien, qui n'est pas paru dans le livre 1 du Capital, celui que tout le monde lit. Il est relégué quelque part dans le livre 3 que personne, ne lit, mais c'est un texte extrêmement mandevillien et donc il, est tellement enthousiaste pour Mandeville parce qu'il dit: «Mandeville a tout dit». Voilà, c'est, la promotion du capitalisme, c'est la promotion du vice et donc il a pensé que Mandeville était un socialiste utopique. Alors parce que personne n'avait dit ça avant Mandeville. Mandeville étant un fondateur, eh ben, il dit tout. Mais après donc ses successeurs, comme je l'ai expliqué, disent: «Non, non, faut surtout pas dire ça» et cetera et donc Marx, qui a eu accès à Mandeville, disait: «Ce monsieur est formidable, il a tout dit». Donc promotion généralisée du vice dans le capitalisme et donc il a fait ce petit texte qui était un éloge paradoxal de Mandeville et on comprend pourquoi. Et parmi toutes les anticipations que Mandeville a faites, il y a aussi celle de l'inconscient collectif, qui est censé du coup, influencer les comportements sociaux. Il a vraiment aussi anticipé ça? Je pense que tout à fait, oui, oui, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, c'était un médecin de l'âme et donc il s'est intéressé à l'âme dans telle qu'elle fonctionne chez l'individu, au sens, de ce que produisent la répression des passions et des pulsions. Mais il a travaillé aussi sur l'âme au plan, collectif. Donc en proposant, une sorte de plan qui est en vigueur encore jusque maintenant, puisque ce qu'il propose, c'est d'une certaine façon la libération des passions et des pulsions. Et nous y sommes encore maintenant. C'est exactement le discours du marché, tel que revu et corrigé par, Hayek, dont j'ai parlé, puisque le marché est celui qui s'adresse à tout le monde, à tout consommateur, puisque maintenant il y a plus d'individus, il n'y a plus de sujets, il n'y a plus que des consommateurs, pour lui dire, «Demande ce que tu veux, nous avons tous les objets manufacturés, nous avons tous les services marchands, légaux ou illégaux, nous avons tous les fantasmes produits par nos industries culturelles», ce que Adorno a appelé les industries culturelles, pour satisfaire toutes, tes appétences, même celles auxquelles tu n'as jamais pensé et donc le capitalisme est un incitateur du fonctionnement pulsionnel et le fonctionnement pulsionnel, c'est le débordement, permanent de pulsions non contrôlées. À mon avis, c'est quand même pas tout à fait un hasard que quelqu'un comme Trump, en matière de contrôle des passions et des pulsions, on a déjà fait mieux, soit maintenant élu dans, ce qui reste le pays le plus puissant, du monde. C'est un symptôme. Donc il y a c'est ça, c'est le débordement passionnel et pulsionnel qui est, promis et du point de vue, psychique, ça produit évidemment des effets, tout à fait délétères puisque la culture est contaminée
par ce débordement passionnel et pulsionnel. Maintenant, plutôt qu'un discours, tenu, maîtrisé, démonstratif, qui s'appuie sur des faits et cetera, on invente n'importe quoi, qu'on met en forme sur le coup et on essaye de faire passer et si ça passe pas et ben, on pète les plombs en public et voilà, tout le monde a dit: «Ah, c'est formidable ce type-là, vraiment, il n'hésite pas à montrer que» voilà. Donc, on est dans une culture qui est la culture de l'immaîtrise maintenant. Voilà, tout ce qui est immaîtrisé est, glorifié et tout ce qui est construit et cetera, qui était quand même l'idéal des Lumières, hein. Tout ce qui est maîtrisé, construit, est, dévalué, c'est ringard, c'est intello, c'est réactionnaire, c'est tout ce que vous voulez et cetera. C'est pas bien. Alors, ce que vous me demandez m'incite aussi à mettre, en avant une question, puisque j'ai parlé de Mandeville et du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est évidemment pas que Mandeville. Ça, c'est Mandeville, c'est les Lumières anglaises. Mais on a en Europe, lieu de naissance des Lumières au XVIIIe siècle, les, Lumières allemandes et françaises. Et chez les Lumières allemandes et françaises, c'est, un idéal, de maîtrise, de raisonnement et cetera, qui est promu. Or, on est loin du compte puisque ce sont les Lumières anglaises, à partir de Mandeville, qui, ont gagné et qui ont réprimé et fait passer pour ringard maintenant dans la culture, tous ceux qui présentent donc, cet idéal donc, que votre chaîne défend bien, qui est celui d'un travail raisonné, critique, de pensée, c'est toujours difficile à faire. Ça demande à ce que ça soit bien exprimé, ça doit être, lu, contredit avec des faits. Or tout ça maintenant est devenu, complètement dépassé puisque, donc on peut invoquer n'importe quelle supposée vérité, ce qu'on appelle des contre-vérités, pour faire valoir à tout moment dans le discours, et dans la mesure où c'est moi qui le dis, puisque moi je suis moi, c'est ma vérité et j'ai bien le droit de dire ma vérité contre, votre vérité. Vous n'avez rien le droit de m'objecter, même si la supposée vérité que j'avance est complètement nulle. On va avoir l'occasion de revenir sur ce point vers la fin de l'interview avec évidemment l'échec des Lumières et l'arrivée de la postmodernité. Mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur cette histoire de classes de Mandeville qui ne sont pas donc des classes sociales, je précise. Oui, On a donc la classe dangereuse, les scélérats, la oui. classe majoritaire que vous appelez les névrosés, et Mmh, puis on a donc cette fameuse classe de pervers. mmh. Je pense que ça va parler à pas mal de gens. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui sont ces pervers? Par exemple, je sais pas, il y a tout un discours de gens qui, donc proposent, l'idéal pour nous sortir de tous les problèmes, c'est la croissance. Bon, ils ont un discours vertueux, c'est pour tout le monde, ça fera du bien à tout le monde, ça sera l'accroissement de l'économie française, européenne, que sais-je, et cetera, et cetera. Or, la croissance, c'est quand même plusieurs choses. Ça implique plusieurs choses. Ça implique donc, de continuer le processus, d'exploitation à outrance, du monde et donc de destruction du monde et on commence à le voir, vraiment l'énorme prix à payer pour cette destruction du monde est celui des destructions des équilibres naturels. Bon, on voit ce qui s'est passé en Espagne. Bon, donc la croissance qui est supposée être vertueuse, prônée par des gens, de la troisième classe, produit des effets qui sont des effets délétères que personne ne peut plus maintenant ignorer. Or, il y a toujours le discours de la croissance qui va nous sortir de tous les problèmes. Heu L'affichage maintenant, de positionnement, pulsionnel est presque une, requête, parce que si vous n'affichez pas des positions, pulsionnelles, vous n'êtes plus dans le coup. Ça ne séduit plus personne. L'élection de Trump a tellement bien fonctionné qu'il a affiché je dirais il est post-mandevillien. Parce qu'il est plus dans celui qui dit: «C'est bon pour tout le monde» et qui est de l'autre côté de ça. Il affiche carrément, des côtés complètement, contre-vérité, vicieux et cetera, d'une façon publique et ça séduit,
ça séduit des gens qui ont voté pour lui. Donc on est sorti de cette troisième classe ambiguë, qui d'un côté dit quelque chose et qui de l'autre côté tire tous les profits pour elle, de préférence, on est sorti du côté mandevillien pour entrer dans un côté, je dirais, carrément sadien. L'affichage sadien. C'est pulsionnel, donc c'est bon. Donc allez-y, foncez. Tout ce qui est pulsionnel est bon. Et donc, je crois qu'il y a eu une aggravation de cette dimension mandevillienne. C'est pas un hasard, hein. Mandeville, c'était le début du XVIIIe siècle, et Sade en a tiré toutes les conséquences à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, dans un siècle, on a découvert comment on pouvait passer du... Et je trouve que Adorno et Horkheimer ont bien travaillé sur cette question. Ils ont vu une filiation possible entre Mandeville et Sade. Et on entre dans un monde maintenant qui est en train de devenir sadien. C'est le thème de mon prochain livre. Mais est-ce que Mandeville n'est pas pire que Sade, dans le sens où Sade, il fait le choix du mal, mais Mandeville, lui, il dit que le bien et le mal sont un peu indistinguables, finalement. Oui, alors d'une certaine façon, il est plus pernicieux, parce qu'avec lui, on ne s'y retrouve plus. Tandis que Sade affiche la couleur. Il faut, oui, il est plus pernicieux, seulement, quand c'est le sadisme qui commence à s'installer, on a aussi, des prix, lourds, à payer avec, bon, tout un développement de, disons, de comportements individuels, désinhibés, apparemment désinhibés, qui m'autorisent tout, puisque c'est moi et que moi j'ai droit à tout. Il n'y a pas de limite à ce à quoi j'ai droit, hein. Donc c'est l'absence même de limite qui est avancée comme étant la loi, de notre monde. Et quand on entre dans ce monde, on a du souci à se faire, parce que quand on rencontre l'autre, si l'autre est plus fort que soi, on va payer, un prix lourd de cette rencontre avec l'autre. La généralisation de phénomènes d'emprise, la généralisation, d'attitudes, où le rapport à la loi ne compte plus. On voit ce qui se passe dans les phénomènes avec, la drogue, par exemple, ou tout ce qui était encore respecté même par les truands, les mafieux et les narcotrafiquants avant, ne l'est plus, du tout maintenant. Les surveillants de prison sont suivis jusque chez eux, menacés parce que les, narcotrafiquants qui sont en prison ont des téléphones portables, et donc le signal, celui-ci, vous allez le menacer pour qu'il me laisse tranquille dans la prison et que je fasse ce que je veux. Donc toutes les relations deviennent, les relations interpersonnelles, deviennent déterminées par l'emprise que je peux avoir sur l'autre. Alors qu'autrefois, nous étions quand même dans une relation où il fallait que je respecte l'autre pour que l'autre me respecte. Maintenant, je suis dans une situation où il faut d'abord que j'écrase l'autre pour pouvoir être tranquille vis-à-vis de lui. Sinon, c'est lui qui m'écrase. Vous expliquez qu'on a aussi un super fétiche qui est celui de l'argent. Quelle est sa fonction symbolique à l'argent aujourd'hui? Alors, j'ai parlé de société perverse. Le titre de mes travaux, le titre d'un de mes livres, c'était La cité perverse. J'ai essayé de montrer depuis le début de notre discussion, que Mandeville promeut une société cynique et perverse. Le pervers, c'est celui qui a toujours un fétiche. Le névrosé, il a son fantasme. Et le pervers, il a son fétiche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fétiche? Bah, les féticheurs, ça a existé depuis très longtemps dans les sociétés, même traditionnelles. Alors, voilà, bon, on est dans une société traditionnelle. Il pleut pas. Je suis un féticheur. J'ai dans ma poche un sifflet. Et s'il pleut pas, je vais siffler d'une certaine façon, et vous allez voir que dans 2 heures, il va pleuvoir. Donc j'ai un objet magique qui me permet de provoquer un certain nombre de phénomènes dont je suis le maître. Et le pervers est celui qui se présente comme étant capable de provoquer un certain nombre de phénomènes grâce à son fétiche.
Or, le fétiche actuel maintenant, et je dirais même le super fétiche dans les classes néolibérales, qui fonctionnent donc sur la constitution d'une classe hyper riche, d'hyperclasse. C'est celle qui dispose, c'est même toute la fonction du capitalisme financier actuel, qui a pris le pas sur le capitalisme industriel, de produire de l'argent en quantité infinie, de produire une richesse infinie. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce super fétiche qui me permet tout. Avec l'argent, je peux me payer ce que je veux, toutes les jouissances, je peux tout acheter, je peux acheter les individus, je peux acheter les personnes, l'amour, l'amitié, les journaux, l'opinion. Alors, c'est la première qualité perverse de ce super fétiche, c'est qu'il permet toutes les jouissances. La deuxième qualité de ce fétiche, je mets le sifflet dans ma poche, je peux le dissimuler. Moi, j'ai rien, tout est dans les paradis fiscaux, mais ça, je ne vous le dis pas. Donc, c'est des sommes considérables en ce moment dans les paradis fiscaux. Donc, cette fétiche qui permet tout est cachée, je peux le cacher, je peux le dissimuler pour échapper à des lois minimales de redistribution qui pourraient encore exister, même si elles n'existent plus beaucoup. Et troisièmement, l'argent est un super fétiche parce que l'argent, comme le disait très bien Marx, l'argent fait des petits, l'argent pond de l'argent. C'est-à-dire, je possède, c'est ce qui s'est passé par exemple à l'occasion d'une crise mondiale comme celle du Covid. Donc toutes les activités étaient arrêtées, et il y a eu un appauvrissement du monde. Seulement la fortune de l'hyperclasse a été multipliée par 2, et le patrimoine, par exemple, de monsieur Bernard Arnault est passé de 80 milliards d'euros à 160 milliards dans l'espace de 2 ans. Donc vous voyez, c'est formidable ce fétiche. On peut le dissimuler, il se produit tout seul, et avec lui, je peux tout acheter. Que voulez-vous de plus? Est-ce que vous êtes d'accord avec Deleuze qui estimait que le capitalisme est un système borderline? Alors, j'ai trouvé extrêmement intéressant tout ce que Deleuze a formulé dans son livre de 1972, si je me souviens bien, l'Anti-Oedipe, Capitalisme et schizophrénie. Oui, le capitalisme, disait Deleuze, a la capacité de décoder les flux pour les recoder sur la marchandise. Donc, il est extrêmement intéressé à tous ceux qui ne sont pas dans la ligne, pas dans le coup, et qui sont un peu, effectivement, comme vous le dites, à côté, borderline. Parce que ceux-là, sans le savoir, donc peuvent avancer vers des voies qui n'étaient pas prévues. Et comme le capitalisme est toujours hanté par son renouvellement, il a intérêt à entendre tout ce qui est dissonant pour pouvoir y répondre, faire des propositions de réponse et pouvoir ainsi se développer. Ça continue de fonctionner comme ça. Le capitalisme est toujours extrêmement intéressé à entendre tout ce qui est maintenant de l'ordre de la transgression. Le capitalisme est transgressif, heu et ça, on ne le sait pas, et malheureusement, je dirais, parce qu'on croit toujours que le capitalisme est la vieille structure patriarcale qu'on continue inlassablement de dénoncer, alors que depuis longtemps, c'est-à-dire depuis notamment le néolibéralisme et ce retour donc de Mandeville par Hayek, le capitalisme a franchi les limites qui étaient celles d'autrefois, celles du patriarcat, qui ont réellement existé, pour devenir d'une certaine façon schizophrénique, parce que il est intéressé à tout ce qui est de la transgression, parce que ça permet de produire des objets inusités qu'il ne pensait pas à produire. Et donc, comme il est hanté par son accroissement infini, il faut qu'il intègre la marge. Et c'est comme ça, je crois qu'il faudrait maintenant essayer de
penser le mot d'ordre qui paraît de gauche, mais qui est en fait néolibéral de gauche, qui est le mot d'ordre de l'inclusivité. On inclut toutes les marges. Transgressez, on va pouvoir vous inclure. Soyez toujours un petit peu à côté et on va pouvoir vous inclure. Et donc, je crois que Deleuze a bien repéré tout cela. La seule chose que je lui reprocherais, c'est que il a cru que la schizophrénie allait vaincre le capitalisme. Heu, or, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Le capitalisme s'est alimenté de la schizophrénie pour devenir d'une certaine façon schizophrénique. Moi, je dirais plutôt que schizophrénique pervers. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis le début de notre entretien. En intégrant donc, tout ce qui est, dans la marge et qui permet la transgression pour produire sans arrêt, ce dépassement de lui-même auquel il aspire et dans lequel il fonctionne nécessairement. Un raccourci fréquent consiste à dire qu'on vit dans une société ultra-individualiste, Mmh. mais selon vous, l'individu autonome et libre, que le libéralisme appelle de ses voeux, n'existe pas. L'individu reste à inventer. Pourquoi? Alors effectivement, je ne souscris pas du tout au diagnostic qui dit que nous vivons dans des sociétés, individualistes. Parce que l'individu, son nom l'indique bien, c'est l'individu, l'individuel et l'individuel n'existe pas hors d'autres individus qui, tout ensemble, constituent un collectif. Donc pour moi, cet individu, que je n'existe pas, encore parce que, celui qui, donc serait pour moi un véritable individu, serait celui qui a atteint cette autonomie, on pourrait dire kantienne, de pouvoir penser et agir par lui-même, en sachant qu'il existe d'autres individus qui pensent et agissent aussi par eux-mêmes. Donc l'individu, par définition, ne peut pas être, isolé. Or maintenant, on a affaire à un supposé individu qui est, enfermé en lui-même. Donc s'il est enfermé dans lui-même, il n'est pas individu, il est tombé dans un puits intérieur, dans son, heu, puits, égoïste. Il est enfermé dans son égoïsme, mais il n'a plus le souci de l'autre, ce qu'on pourrait appeler le souci de l'autre, qui était le souci kantien, de l'autre, qui fait que, à mon avis, c'est la condition pour qu'un véritable individualisme existe, maintenant. Je crois que le capitalisme ne r est absolument pas du tout préoccupé par l'advenu de cet individu. Il est préoccupé par le fait qu'il a des entités en face de lui qu'il faut, gaver de, produits, de manufacturés, de services marchands et de fantasmes, produits par des industries culturelles. Que cet individu reste tout seul chez lui, se gavant de tous ces produits, c'est parfait pour lui, mais surtout pas qu'il aille voir les autres, parce qu'il pourrait fomenter avec les autres, des actions qui, pourraient dire: «Mais au fond, dans quel système, dans quel monde sommes-nous? Est-ce que c'est bien d'être comme ça, enfermé dans son égoïsme, dans soi-même?» et cetera. Bon, donc je pense que nous ne sommes pas dans des sociétés individualistes et je pense que l'individu n'a jamais encore existé et ma visée aurait été, encore que je désespère un peu maintenant, quand j'ai écrit ce livre qui s'appelle «L'individu qui vient», c'était maintenant il y a presque 15 ans, 2010 je crois, 2011, c'était de mettre l'accent sur, et en particulier dans le champ d'une gauche qui a toujours été rétive à l'idée d'individu, de dire: «Ce qu'il faut viser, c'est la production d'individus qui pensent et agissent par eux-mêmes», parce que pour penser et agir par soi-même, il faut qu'ils sachent qu'il y en a d'autres dont il faut qu'ils aient souci. Nous sommes loin de, tout ceci. Ne Les individus ont disparu, sont enfermés, ce sont des égos maintenant. Ce sont plus des individus, ce sont des égoïstes, enfermés dans une sorte d'égotisme, entretenu par, le monde marchand dans lequel nous sommes. Je n'ai pas encore, je suis pas assez désespéré pour avoir, renoncé à l'idée qu'un individu, enfin, puisse exister de nos jours. Je dis: «n'a jamais existé» parce que, auparavant, dans les régimes, antérieurs,
Vous savez très bien que l'individu, celui qu'on nommait un sujet, ça vient du latin subjectum. Sujet, ça veut dire, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, ça ne veut pas dire sujet de droit comme en démocratie. Sujet, ça veut dire soumis. Le subjectum, c'est le soumis. Quand on dit je suis le sujet du roi, ça veut dire je suis soumis au roi. Donc tous les individus de tous les régimes précédents ont été des soumis. Soumis à Dieu, soumis au politisme, soumis à tel monothéisme, soumis au roi, soumis au nazisme, soumis au stalinisme, soumis à tout ce que vous voulez. L'individu n'a encore jamais existé parce que pour qu'il existe, il faudrait que la démocratie ait suffisamment avancé pour qu'elle produise des individus qui pensent par eux-mêmes et agissent par eux-mêmes, à côté d'autres individus qui pensent et agissent par eux-mêmes. Nous n'en sommes encore pas là. Je vois cet horizon, depuis que j'ai écrit ce livre, au contraire, à régresser au profit, non pas simplement, on n'est pas encore retourné à l'individu, encore que ça vient, l'individu du soumis à Dieu, du soumis à la religion, du soumis au tyran. C'est en train de revenir, hein, la soumission au tyran, ça va revenir. Mais on est soumis au marché et soumis au marché, c'est quand même être soumis à une instance qui prend en charge cet individu pour lui distribuer ce qu'elle veut lui distribuer et pour pas qu'il accède au reste, c'est-à-dire à la pensée critique, qui pour moi, en tant que philosophe, reste un idéal, je dirais, absolu. Pouvoir penser et agir par soi-même et que cette faculté soit donnée au plus grand nombre. Est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe dans le fait que d'un côté, on est appelé à cultiver une forme de singularité, d'originalité, mais que de l'autre, on a aussi une très forte pression pour se conformer au groupe, avec des référentiels qui sont véhiculés par les médias ou par la culture? Oui, bien sûr. Ça, c'est un des grands drames, de notre époque. C'est-à-dire que, comme cet individu qui pense et agit par lui-même n'existe pas encore et qu'on fait tout pour qu'il n'existe pas, on rabat cet individu vers des questions identitaires. On a toute une gamme d'identités à vous proposer, donc rentrez bien dans la case de l'individu qu'on vous propose, choisissez bien. Les réseaux sociaux sont faits pour ça, pour vous enfermer dans votre ghetto, où vous allez vous retrouver avec les mêmes que vous, ceux qui présentent le même trait identitaire. Vous allez être content parce que vous allez tous échanger selon vos traits identitaires et vous allez évidemment combattre ceux qui proposent un autre trait identitaire. C'est en gros le mode de fonctionnement actuel. Chacun enfermé dans son ghetto identitaire et en lutte contre les autres ghettos identitaires. Pour moi, c'est, vraiment l'antidémocratisme absolu. La démocratie, c'est ceux où il y a des hommes, des femmes, des blancs, des noirs, des homos, des hétéros, des trans, des tout ce que vous voulez, et cetera, et que tous ces gens sont capables, de discuter, entre eux et d'élaborer entre eux, des solutions qui valent pour ceux qui dépassent la condition singulière de chacun. La condition qui dépasse cette condition singulière de chacun, c'est que nous sommes dans une commune humanité. Or, l'idée même de commune humanité est en train de disparaître au profit de ces ghettos identitaires, et je trouve ça un des drames de la culture actuelle. Vous avez beaucoup étudié notre rapport à la télévision, qui tombe un petit peu en désuétude aujourd'hui, donc au profit des réseaux sociaux et d'internet. Quelle analyse vous avez de notre rapport à l'image et à la célébrité notamment? Mon Dieu! Écoutez, ça aussi, ça fait partie des drames contemporains. Et qu'on propose à chacun son heure de célébrité, en passant, je sais pas, dans toute une série, d'émissions, et autrefois c'était les téléréalités, maintenant il y a plein d'autres, donc moments où voilà, l'image, de tel ou tel, surgit et donc est proposée à l'admiration, des autres. Mais bon, moi je veux bien admirer des personnes, mais sur quoi? Il faut qu'ils sachent mieux jouer du piano que moi, mieux faire de la musique que moi, mieux chanter que moi, mieux écrire que moi, mieux penser que moi? Cela, mieux faire la médecine que moi? Et il y a plein de gens qui savent faire plein de choses mieux que moi et je suis prêt à les admirer. Mais passer 5 minutes à la télévision et être célèbre et dire et admirer ça?
c'est pour moi une régression tragique de l'humanité. Donc, je reste, moi, dans un idéal grec. L'idéal grec, c'était l'élévation. Le logos. Oui, oui, le logos, oui, c'est sortir de ses pulsions, de ses passions, etc., et s'élever à travers une culture qui permet la maîtrise de mes passions et de mes pulsions. Donc ça me vient de l'extérieur. Et je pense que c'est un trait qui est euh, décisif de pouvoir, les Grecs appelaient ça l'élévation, Ariston. Euh, et il proposait l'élévation par le fait de pouvoir tenir compte de son âme en bas, de ses passions et de ses pulsions, mais de pouvoir les transfigurer pour les rendre accessibles à moi-même et présentables aux autres. Et quand on passait les pulsions qui sourdaient de son âme à cette ascèse, on pouvait accéder, on s'élevait. Et c'est un idéal qui me semble encore un idéal qui peut être tenu, maintenu pour donc la l'éducation des jeunes. On l'oublie beaucoup aujourd'hui. Par exemple, je dis que ce principe, c'était l'élévation. Je rappelle quand même que, vous savez, le philosophe Alain, le vrai nom c'est Émile Chartier, avait écrit un livre en 1930-40 qui s'appelait Propos sur l'éducation. Il rappelait que l'élève, c'est celui qui s'élève, celui qui part donc de ses passions et des pulsions, mais qui sait les sublimer pour arriver à une expression qui est une expression où il va rendre ça jouable pour lui et transmissible aux autres. Et donc, je pense que une des issues, donc, par rapport au marasme pulsionnel dans lequel nos sociétés sont lancées maintenant, c'est de faire retour à ces principes éducatifs qui sont en vigueur depuis l'Antiquité, qui ont été rappelés au XVIIIe siècle et qui ne cessent d'être détruits et qui détruisent la civilisation et le monde. Sauf que très loin de là, aujourd'hui, on est dans l'ère de la pléonexie, comme vous l'appelez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, pléonexie, c'est le mot grec, comme dans pléonasme, il y a pléon, c'est plus, et eken, le verbe avoir. Donc, pléonexie, c'est avoir plus, vouloir avoir plus que sa part, vouloir avoir toute sa part. C'est ce que vise le pervers, d'empêcher sur l'autre, pour que tout ce que tu as, je puisse te le prendre à mon profit. C'est exactement la troisième classe dont j'ai parlé depuis le début, celle de monde vide, qui vise à circonvenir l'autre pour lui prendre ce qu'il a et pour donc le faire travailler à mon service. Et donc, avoir plus que ma part et prendre toute la part. Je pense que, il y a eu des moments dans notre civilisation où ce pléonexie a été, tempéré, heu, ou est devenu intolérable. Je sais pas, les moments de la Révolution française, les grands moments populaires. Non, ça va pas, ils ont trop, ils prennent tout, il faut qu'on puisse, c'était les gloires heu, du peuple qui, faisait valoir, ses droits contre ceux qui lui prenaient tout. Et donc je trouve ces moments toujours très beaux dans l'histoire. J'espère que ça reviendra un jour pour qu'on puisse mettre un peu de l'ordre dans ceux qui s'autorisent à avoir un peu plus que leur part et même toute la part. En l'occurrence, la maxime kantienne qu'on pourrait résumer par «ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse» est très largement bafouée. Vous expliquez que on a tendance à prendre maintenant les gens pour un moyen et non plus comme une fin. Qu'est-ce que ça signifie? Alors ça, c'est effectivement, donc la maxime kantienne qui de l'éthique, fondatrice de l'éthique kantienne, qui oblige à considérer moralement, qui oblige moralement, éthiquement, à considérer l'autre, non pas comme un moyen, au profit de mes propres fins, mais comme une fin en lui-même. Il a ses fins, et je ne peux pas l'utiliser comme un moyen pour, qui, comble mes fins.
Or, nous sommes dans un monde où la maxime kantienne, qui a été fondatrice des Lumières et qui a essaimé, diffusé dans le champ de la formation des individus, très prisé dans le monde de l'éducation et de la formation, est de plus en plus bafouée par ceux qui veulent considérer l'autre comme un moyen pour réaliser mes propres fins. Je te considère comme un moyen pour réaliser mes propres fins. Une emprise qui est c'est une entreprise qui est une emprise sur l'autre. Et ça, je trouve que ce n'est pas ce qui peut fonder une civilisation tenable. Parce que alors, on va vers ce que je disais tout à l'heure, vers la guerre civile, vers la stasis. Et donc il faut revenir à un certain nombre de principes éthiques fondamentaux qui doivent être largement diffusés, qui doivent présider à l'éducation des individus, à la culture, celle de la télévision, celle qui est diffusée un peu partout, heu, qui ne vante pas, le fait que je sois noir, blanc, femme, homo, hétéro-masculiniste, tout ce que vous voulez. Ce sont des dimensions qui existent, qui sont importantes, qui doivent absolument être respectées, mais qui ne doivent pas évacuer le fait que je participe d'une commune, humanité et dans cette commune humanité, l'autre doit être reconnu comme quelqu'un qui vaut pour, ses propres fins, qui fait valoir ses propres fins et qui n'est pas, heu, assujetti à mes propres fins. Je rappelle quand même que c'est cette maxime kantienne qui a été, dans les régimes très despotiques, violents, tyranniques, proches de la destruction de la civilisation que nous avons connue au XXe siècle, comme dans le nazisme par exemple. Le juif était quelqu'un qui devait disparaître. C'est pas quelqu'un qui avait ses propres fins, sa propre religion et cetera, mais il devait, donc disparaître. Heu, C'est-à-dire que si on met en jeu d'autres principes pour fonder notre commune humanité, nous allons vers une scission de l'humanité. Il y en a qui vont s'octroyer la possibilité de se donner tous les moyens possibles, y compris à l'encontre des autres, et qui vont, mépriser donc les autres dans leurs propres fins. Il semble qu'on ait un besoin indépassable de transcendance, c'est le fardeau de la condition humaine. Cette transcendance aujourd'hui, elle se trouve dans le marché. Quelle transcendance il nous faudrait pour aller mieux? Alors, il est clair que, j'essaye d'être moi-même, pour essayer de moi c'est très difficile d'être soi-même, hein. Maintenant, on dit à un petit enfant: «Tu es toi-même à 2 ans», et cetera. Non, il a à se construire, il a à s'élever, il a à se former, il a à essayer de penser par soi-même. Donc c'est très difficile, un processus très, très long d'essayer de devenir soi-même et de penser par soi-même. C'est pas du tout donné d'emblée. Et quand on y arrive après une longue ascèse, une longue formation, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul au monde. On s'aperçoit qu'il y a les autres qui peuvent penser différemment de moi, et cetera, et que je suis obligé de sortir de moi pour rencontrer ces autres, pour les reconstituer dans un tout qui me dépasse. Et c'est ça la transcendance, il y a quelque chose qui me dépasse. Donc que je sois moi-même au bout d'une longue ascèse, soit, peut-être on peut y arriver, mais ça ne suffit pas. Au terme du processus, on découvre aussi qu'il y a des autres qui me dépassent et qui ont leur propre visée, leur propre fin, qu'il y a d'autres civilisations, qu'il y a d'autres individus, et cetera. Et je crois que l'actuelle transcendance, sortie, des recommandations, religieuses, qui, n'étaient peut-être pas inutiles, mais loin d'être suffisantes. Ça ne nous a jamais sortis des problèmes dans lesquels nous étions. Ça nous a fait accepter souvent nos, conditions. Je crois que c'est vers cette nouvelle transcendance que nous devons aller. Kant appelait ça, non pas la transcendance, mais le transcendantal. C'est-à-dire, c'est ce qui va même au-delà de différentes religions. Parce qu'on s'aperçoit que si on s'en remet aux religions, comme on le fait beaucoup maintenant, on voit ce que ça a donné en Europe.
Les religions, ça a donné entre le XVe siècle et quasiment le XVIIe siècle, 2 siècles de guerres de religion qui ont dévasté l'Europe. Or, il y a des guerres de religion qui se développent ensuite partout dans le monde. Donc la religion n'est pas suffisante pour satisfaire notre besoin de transcendance. Il faut aller vers une religion qui dépasse la transcendance pour aller vers le transcendantal. Pour fonctionner convenablement, notre système néolibéral doit faire de nous des consommateurs et pour qu'on soit des consommateurs et rien d'autre, il vaut mieux qu'on soit ignorant. Et à ce sujet, vous avez une conception de la connaissance qui est assez opposée à celle de Bourdieu, qui lui voyait ça comme quelque chose qui pouvait être, opprimant. Vous, vous pensez que ça nous libère au contraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre vision? Oui, alors, j'étais évidemment, puisque j'avais 20 ans dans les années 60, vous voyez que je suis un vieillard déjà ou presque. Je suis passé par, Bourdieu et j'étais formé par Bourdieu comme j'étais formé par, Deleuze, par d'autres encore et je commençais à puisqu'ils m'ont bien formé, je leur devais bien quelque chose, c'est-à-dire de considérer en retour ce qu'ils m'ont transmis et là, je suis entré dans une phase critique à l'égard de mes maîtres, de ce qu'ils m'ont transmis. C'est le chemin normal de la formation. Il y a des maîtres qui vous forment et s'ils vous forment, c'est pour qu'à un moment donné, quand vous êtes formé, vous puissiez vous retourner vers eux en leur disant: «Écoutez, bon, il y a un petit problème dans ce que vous m'avez transmis et moi je me propose comme sujet, comme objet de mon travail, de, essayer de voir là où vous avez, commis quelques erreurs» et je pense que Bourdieu a commis la grave erreur de croire que la culture était nécessairement une culture de l'oppression. L'oppression d'une classe sur une autre. Je crois que la culture est globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moyen d'élever, l'individu au-dessus de sa condition, immédiate, qui est une condition, bon, de pulsionnelle, pour essayer de lui donner des moyens de ne pas devenir esclave de ses passions et de ses pulsions. Si on détruit la culture, on est complice d'une certaine façon du néolibéralisme qui va promouvoir ce fonctionnement pulsionnel. Et je crois malheureusement que, toute critique qu'elle soit, heu, la sociologie, de l'éducation de Bourdieu a, contribué à détruire la culture. J'ai connu des instituteurs et des institutrices et des profs qui, à l'époque, ont dit: «Je n'enseigne plus rien, parce que si j'enseigne, j'enseigne la culture des dominants». Moyennant quoi, on a laissé les individus à eux-mêmes. Je rappelle quand même qu'avant Bourdieu, il existait une pensée de gauche. Je pense par exemple à ce qui s'est mis en place en France après 1945, qui s'appelait pour l'éducation le plan Langevin-Wallon. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de ça. Le plan Langevin-Wallon constituait à apporter la culture à tous. Parce que la culture, elle n'est pas nécessairement bourgeoise ou pas nécessairement aristocratique ou prolétarienne ou tout ce que vous voulez. Il y a dans la culture des richesses communes qui sont construites. Ou alors, dans ce cas-là, si c'est simplement une culture de classe, il faut aller immédiatement détruire le château de Versailles parce que c'est une culture aristocratique. Donc il faut tout raser. Je ne suis pas d'accord pour raser le château de Versailles, ni pour détruire le Louvre, ni pour détruire la culture, ni pour cesser de lire des grands écrivains du 19e siècle sous prétexte qu'ils seraient bourgeois. Je pense qu'il y a, dans ce qu'il construit, quelque chose qui dépasse ces notions de classe et qui peuvent profiter à tout le monde dans le cadre, justement, de cette possibilité de donner à tout le monde des façons, d'accéder à des, moyens de maîtriser ses passions et ses pulsions en les disciplinant, en les organisant. Et donc je suis devenu très critique à l'égard du sociologisme, apparemment de gauche, mais à mon avis, qui est très discutable, de Bourdieu. Je rappelle quand même que Bourdieu, le grand ami de Bourdieu, la grande référence de Bourdieu, dans sa sociologie critique de l'éducation, c'était un tenant de l'école de Chicago qui a eu le prix Nobel, qui s'appelait Gary Becker.
théoricien du capital humain, dont on a vu ce que ça a fait dans le néolibéralisme. Il fallait exploiter l'humain sur toutes les façons possibles. Et donc, Gary Becker a proposé, d'une certaine façon, une destruction de la justice, qui a beaucoup profité à Foucault, une destruction de l'éducation, qui a beaucoup profité à Bourdieu. Et donc, on s'est trouvé avec des penseurs de gauche intégrant des éléments venus de la pensée néolibérale, ce qui, quand même, mérite, à mon avis, d'être interrogé. Notre rapport au pouvoir a aussi beaucoup évolué. Maintenant, on parle carrément de gouvernance. Ce qui nous domine devient de plus en plus flou et nébuleux, à l'image de la financiarisation ou même de la monnaie qui n'est plus indexée sur l'or, qui n'est plus indexée sur rien, qui s'autodétermine un peu comme nous finalement. Est-ce que tout ça, ça ne nous réduit pas à l'impuissance politique? Oui, alors, bah, écoutez, oui, on voit où en est le politique, maintenant. C'est-à-dire le politique ayant été contaminé par la gouvernance, gouvernement qui décidait, par exemple, des mesures redistributives, heu, des mesures régulatrices, c'était ça le gouvernement, régulation, redistribution et cetera, sous l'emprise des injonctions néolibérales, entrepris de renoncer à la régulation, puisqu'il faut laisser faire le marché. Le marché sait mieux que nous ce qu'il veut, donc il faut le laisser faire. La redistribution, c'est pas bien non plus, parce que ça empêche les riches de devenir riches et donc de pouvoir, profiter des sommes qu'ils ont accumulées pour pouvoir fonctionner l'économie dans le sens qu'ils souhaitent, la voir fonctionner. Donc ces gouvernements, depuis les années 80, ont renoncé aux grands principes qui permettaient le fonctionnement politique, en renonçant à la régulation, en renonçant à la distribution et en renonçant à faire valoir le point de vue du collectif, de ceux qui préservent l'intérêt collectif dans la lutte des intérêts privés. On est maintenant le marché, c'est la lutte infinie des intérêts privés. Il faut laisser faire le marché. Donc on laisse faire les intérêts privés et on fait taire le point de vue collectif. Il faut restaurer ce point de vue du collectif, ce point de vue qui est un point de vue classiste, qui donc analyse des rapports de classe, des façons de réguler pour reconstruire de la politique. Sinon, on va laisser faire le fonctionnement néolibéral qui condamne le politique à l'impuissance. Heu, J'entendais ce matin à la radio que la première mesure, enfin une des premières mesures de Trump, ça a été de nommer au ministère de l'Éducation, aux États-Unis, je crois que c'est le secrétaire général de, l'association de Catch qui va présider au destin de l'éducation. Je veux dire, c'est renoncer, donc que le politique renonce à l'éducation des populations. C'est casser, véritablement casser le politique au profit, cynique d'un fonctionnement, totalement libertarien, qui est inspiré évidemment, heu, d'abord de Mandeville, puis de Hayek et qui, maintenant s'est emparé de la chose, politique. Alors ils sont emparés de la chose politique pour la détruire, pour la casser, sauf qu'ils ne cassent pas, le fonctionnement répressif de l'État. Celui-là, on va le renforcer. Parce que ça va produire cela, des effets dans la population qu'il va falloir contenir. Vous savez que les premières expériences du néolibéralisme dans le monde ont été menées sous l'égide de Hayek et de Friedman dans le Chili de Pinochet. Chili de Pinochet, c'était une dictature qui a je ne sais pas, il y a eu 300 ou 400 000 personnes qui sont parties, un certain nombre de dizaines de milliers de morts, des gens emprisonnés, etc., etc. Donc l'appareil répressif est devenu extraordinairement important contre tous les critiques, les opposants, etc. Cependant que le social, on a détruit toutes les lois pour que le social devienne une jungle. Une jungle où les intérêts privés pouvaient s'opposer les uns aux autres jusqu'à ce que le plus fort gagne. Ce n'est pas la conception que je me fais du social. Le social n'est pas une jungle. Et il faut quand même penser à une régulation par l'idée qu'un collectif a son mot à dire dans le politique.
Tout au long de vos travaux, vous montrez que nous avons dépassé l'époque de la modernité, qui était marquée par la pensée des Lumières. Globalement, l'idée que la liberté s'obtenait par la raison critique et la maîtrise des pulsions. Et nous serions aujourd'hui dans l'ère de la postmodernité. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, la postmodernité a été très bien définie par, un de mes maîtres. J'ai enseigné finalement dans la même université que lui, qui s'appelle Jean-François Lyotard, qui a écrit en 1979, l'année même de surgissement au pouvoir, la venue au pouvoir de Margaret Thatcher, puis de Ronald Reagan. Il a écrit un petit livre qui s'appelle La condition postmoderne. Et il définit la condition postmoderne comme la fin des grands récits. Les grands récits, c'est ce qui est religieux, ou les grands récits modernes, ceux de la modernité des Lumières, par exemple, qui apportaient donc un certain nombre de principes éthiques qui permettaient de s'orienter dans la pensée, de se former, voilà, de réfléchir et de penser. Il faut quand même un certain nombre de principes pour... bon. Et ces grands récits, donc postmodernes, l'accès à la raison critique, par exemple, chez Kant, permettaient l'idée d'une émancipation sociétale chez Marx. Chez Kant, c'était l'émancipation critique de l'individu. Chez Marx, c'était l'émancipation sociale par la Révolution. Voilà les grands récits de la modernité. À partir de 1979, Lyotard observe donc un dépérissement des grands récits. On n'y croit plus. On n'y croit plus, c'est-à-dire, c'est ce qu'il appelle un discrédit des grands récits. On, voilà, on ne croit plus que ces principes fonctionnent. Et c'est absolument contemporain de surgissement du marché qui va devenir celui à quoi il faut tout céder en renonçant à le réguler, à le penser, etc., pour lui donner toute l'empire précise. Donc, à la fois, je souscris à ce qu'a dit Lyotard, c'est le dépérissement des grands récits, mais il n'a pas vu qu'un nouveau grand récit, celui du marché, était en train, exactement au moment où il disait ça, et il disait ça en Amérique du Nord, puisque son livre a été rédigé en Amérique du Nord, après une tournée en Amérique du Nord, il n'a pas vu qu'à ce moment-là, était en train de se mettre en place un nouveau grand récit, celui du marché, difficile à percevoir parce que c'est pas un grand récit avec, des écrits saints qui disent, «Dieu a dit que» et cetera, comme, dans les bibles, les récits théologiques, les écrits saints et cetera. Mais c'est un nouveau grand récit qui est constitué de la multiplicité des petits récits égotistes des individus. Et donc Lyotard a eu du mal à percevoir le surgissement de ce nouveau grand récit. Et c'est ça, la postmodernité, c'est la conjonction de l'effondrement des anciens grands récits et du surgissement d'un tout nouveau type de grand récit dans lequel nous sommes encore. Est-ce que si la modernité a échoué, donc la pensée des Lumières, c'est pas parce que tout simplement, on n'est pas fait pour être des êtres rationnels? Ah, c'est bien possible, c'est une, c'est une, hypothèse, extrêmement intéressante, mais je vous signale quand même que, par exemple, les Grecs de l'Antiquité, savaient que nous étions aussi des êtres, irrationnels dans la mesure où on était soumis aux passions et pulsions. Je renvoie, par exemple, à ce dialogue socratique, où Socrate discute avec, Calliclès. Et Socrate dit, «Tu sais, le fond de l'âme, c'est, une espèce de jarre sans fond avec ses percées et cetera. Donc quand tu veux quelque chose, il faut remplir la jarre de façon mais ça fuit partout, donc il faut que tu la remplisses et cetera. Est-ce qu'il vaut pas mieux colmater les trous de la jarre pour essayer de, contenir un peu ses pulsions et ses passions, pour essayer de ne pas être esclave de ses passions et de ses pulsions?» Et Calliclès dit: «Non, je préfère être dans cet débordement permanent» et cetera. Donc que l'homme soit irrationnel, on le sait depuis longtemps. Qu'on ait trouvé les moyens depuis longtemps aussi de l'amener à certaines raisons, c'est tout le travail de la culture et de l'éducation en principe. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on a renoncé à ce travail de l'éducation et de la culture en ce moment et donc qu'on laisse, se déployer cette, irrationalité, heu,
de l'humanité. Est-ce que vous pensez qu'on a un libre arbitre, qu'on peut vaincre nos déterminismes? Je l'espère bien. C'est même pour ça que la profession ou le métier, comme vous voulez, ou la prétention peut-être philosophique existe. C'est parce que le philosophe est celui qui s'oppose à ce que les choses aillent euh, apparemment d'elles-mêmes dans leur propre cours, de leur propre cours, et donc qu'ils puissent donc avancer l'idée qu'il y a quelque chose à comprendre dans le cours de l'histoire, le fonctionnement de la société, et que ceci, il faut que ça soit connu de tout le monde. Et il se donne donc pour objectif de mettre au jour ce que les gens ne voient pas pour le présenter et le redistribuer. Je suis toujours dans cet idéal philosophique. C'est pourquoi je suis devenu comme une sorte de dinosaure dans le monde dans lequel on est, puisqu'on s'en fiche maintenant carrément de voir et d'essayer de comprendre la société dans laquelle on vit. On est emporté là-dedans, vers où probablement que ça risque de mal se terminer si on continue comme ça. Mais en tout cas, on n'écoute plus tellement les voix de ceux qui disent: «Il faut quand même essayer de se reconstruire un peu de raison dans ce monde déraisonnable». Parce que si on poussait, les choses jusqu'au bout, on pourrait considérer qu'en étant très rationnel, eh bien, on est avant tout de la matière, on est régi par un cerveau, ce cerveau qui est parfaitement causal et déterminé et donc on n'a pas de libre arbitre. Alors peut-être que finalement, le bout de la rationalité, c'est de considérer qu'on ne pourra jamais être rationnel. C'est possible, mais moi je crois à l'autonomie de la pensée par rapport, au fonctionnement, disons neuronal du corps. Fonctionnement neuronal, j'y crois, hein, c'est clair, hein, je ne suis pas un anti, neuroscientifique et cetera, ça existe. Mais la pensée, c'est pas réductible au neuronal. Neuronal, c'est, donc un certain nombre de connexions qui finalement produisent un certain nombre de propositions, et la pensée, c'est quelque chose qui prend son autonomie par rapport, au neuronal, et qui peut, quand elle a été construite, justement agir sur celui qui a un fonctionnement neuronal pour contrevenir au fonctionnement neuronal qui est promu par une époque. Donc, vous voyez, la pensée a pris son autonomie par rapport au neuronal, mais peut revenir s'adresser à celui qui est dans un fonctionnement neuronal pour lui proposer d'obvier à un certain nombre de choses qu'il ne voit pas. Et donc, je continue de penser qu'il y a un libre arbitre et une autonomie de la pensée. Ceux qui adoptent une lecture critique de la postmodernité sont souvent taxés d'être des réactionnaires, parfois à raison, mais dans votre cas, vous n'appelez pas du tout un retour au passé, à l'égard duquel vous êtes aussi critique, mais vous proposez de mettre en place ce que vous appelez des conservatoires. De quoi s'agit-il? Alors, quand des certain nombre de gens, braves gens de gauche m'écoutent: «Tu es un réactionnaire, tu t'opposes à l'éducation libre». Non, je ne m'oppose pas à l'éducation libre, il faut entendre les enfants, les petits, et cetera, et cetera. Mais, bon, en même temps, qu'on les entend, il faut leur proposer quelque chose qui leur permette, de maîtriser, cet être irrationnel qui habite en eux comme il habite dans tout être humain. Et si on propose pas ça, on abdique. Donc, je ne vois pas, ou alors il faudrait dire que, je ne sais pas, tout ce qui s'est passé après la guerre, ce dont je parlais tout à l'heure, le plan Langevin-Wallon était réactionnaire. Or, c'était des gens du Parti communiste français, bon, à l'époque. Donc, on me dit que je suis réactionnaire, je ne suis pas réactionnaire. Je ne suis pas réactionnaire. Je pense que ces gens qui me disent ça sont des gens qui se sont laissés embarquer dans un néolibéralisme de gauche, parce qu'il y a une version de gauche, comme j'essaie de le dire. Donc, ils sont embarqués là-dedans. Alors, ils se prennent, eux, pour des grands révolutionnaires. Le néolibéralisme se prend pour très révolutionnaire, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il intègre tout ce qui est à la marge. Deleuze avait bien repéré tout ça, on l'a dit, pour continuer à fonctionner avec tout ce qui est à la marge. Donc, le néolibéralisme est révolutionnaire. Et moi, je suis un conservateur parce que je pense que le néolibéralisme est en train de détruire le monde, je l'ai dit, le lien social, je l'ai dit, les subjectivités, je l'ai dit, et que cela, il faut le conserver. Donc je suis un
conservateur au sens pas du tout de droite, mais un conservateur de gauche, et même je dirais peut-être d'extrême gauche, un conservateur d'extrême gauche, il faudrait quand même inviter cette catégorie pour dire ça suffit que le néolibéralisme détruise le monde social, le monde physique, le monde psychique, et qu'il faut conserver le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour ça que je propose vous savez qu'il existe des conservatoires de musique, de danse, du littoral, de la terre, des montagnes, etc. Eh ben, il faut créer des conservatoires pour conserver la pensée, les façons de faire, qu'elles se diffusent, qu'elles puissent être enregistrées comme dans un conservatoire, qu'elles puissent être codifiées, qu'elles puissent être rediffusées, etc., de façon à ce que tout ne parte pas à volo dans la supposée révolution néolibérale dans laquelle nous sommes embarqués et qui est en train de tout détruire. On arrive à la fin de cet entretien, je vous remercie. Je vais donc vous poser notre petite question rituelle. Qu'est-ce qui est connu de peu de monde, mais qui mériterait d'être connu de tous? Ah, c'est une très belle question qui intéresse beaucoup le philosophe, parce que, je vous l'ai dit, le philosophe travaille sur ce qui n'est pas connu et qui constitue les rouages du monde dans lequel nous sommes et qui porte à la connaissance des autres. Donc c'est le cœur du positionnement dans lequel je suis. Je pense qu'il y a des choses que les hommes ne veulent pas savoir parce que ils ont une passion de ne pas avoir et de ne pas savoir. Les hommes, les humains, ils ont une passion de ne pas avoir et de ne pas savoir. Parce qu'ils sont travaillés par le côté pulsionnel et qui leur monte aux yeux et qui leur fait voir le monde autrement que ce qu'il est. Donc ils voient en fonction de leur passion et leur pulsion. Et ils ne voient plus le monde tel qu'il s'offre à eux. Il y a des régimes qui se sont construits sur cette passion de ne pas voir et de ne pas savoir. Le nazisme s'est construit sur la passion de ne pas savoir qu'il a une commune humanité. Et il ne voulait pas voir ça. Il y avait des hommes et des sous-hommes pour le nazisme. Dieu merci, le nazisme s'est fracassé sur la réalité. Le stalinisme s'est construit sur l'idée que l'individu n'existe pas, il n'y a que le collectif. Le communisme s'est fracassé sur le retour de l'individu qui a continué à se manifester, à exister. Le néolibéralisme fonctionne sur la passion de ne pas voir ou de ne vouloir voir que ce qui est pulsionnel et passionnel. Et donc, parce que ça l'arrange, puisqu'il sert tous les produits manufacturés pour combler les passions et les appétences. Donc j'attends que le néolibéralisme se fracasse sur ce qu'il ne veut pas voir. Ce qu'il ne veut pas voir, c'est l'idée qu'il existe une culture humaine sous des formes multiples et diverses, y compris des diverses civilisations, qui insistent, quels que soient les assauts qu'elle subit, et en ce moment elle subit beaucoup d'assauts. Alors ça peut être, ce qui insiste, ça peut être la peinture, la littérature, la philosophie, les façons de voir dans le cinéma, le théâtre, toutes ces grandes cultures dont l'humanité est de plus en plus privée maintenant. On n'est plus. On va voir au cinéma des films de super-héros. On ne va plus au théâtre. On n'écoute plus de musique, sauf si c'est une musique pulsionnelle, mais si c'est une musique, y compris dissonante, parce que moi j'aime la musique contemporaine aussi, dissonante, mais elle dissonne pas n'importe comment. Or, je pense que tout cela continue d'insister. Je pense qu'il y a encore peut-être quelque chose que le néolibéralisme qui ne fonctionne que sur le pulsionnel se fracasse sur l'idée qu'il existe encore dans le monde des cultures.